Bien, je vous propose de commencer. Merci d'être présent. Ça fait toujours très plaisir de voir un amphithéâtre plein, en tout cas la première fois. J'espère que vous serez autant la deuxième. Je ne suis pas absolument certain que vous ayez eu le détail des courses. Je pense qu'il y a eu un petit problème technique. Je viens d'appeler l'administration justement pour voir. En gros, je pense que vous avez eu le thème général, mais je ne suis pas sûr que vous ayez eu le détail des leçons. Donc, le thème général que j'avais choisi pour cette année, c'était, disons, les mécanismes ou les stratégies des micro-organismes pathogènes pour finalement prendre le contrôle de leur hôte. Et donc, ça va couvrir cette fois-ci tout ce qui concerne les interactions avec le cytosquelette de la cellule. Le prochain cours sera plutôt centré sur les mécanismes de vie intracellulaire des pathogènes et comment cette vie intracellulaire se décline, si je puis dire, en termes de modification des compartiments de la cellule. Le troisième sera sur les mécanismes de subversion de la réponse immunitaire de l'hôte par les bactéries, le suivant par les virus. Le suivant par les parasites, c'est assez scolaire, je suis désolé, mais c'était la seule façon de le faire de façon un petit peu compréhensible. Et puis le dernier cours était plutôt sur, disons, l'oncogénèse, le fait qu'un certain nombre de micro-organismes puissent causer des cancers. Mais je pense que je vais peut-être modifier les plans pour ce dernier cours et essayer de repousser ça à l'année prochaine, où je voulais faire une série de cours l'année prochaine plutôt sur l'inégalité devant les maladies infectieuses et intégrer les problèmes de cancérogénèse devant le fait que certains individus sont plus sensibles que d'autres au développement de cancer en présence de certains agents infectieux. Et peut-être le dernier cours sera plus pour donner un petit peu d'optimisme après cette vague de données sur la manipulation, en particulier du système immunitaire, sur les nouvelles orientations en matière de développement de vaccins et cette notion de vaccination de masse contre la vaccination personnalisée, qui est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans la réflexion sur les vaccins. Donc il y aura peut-être un petit peu de modification sur le dernier cours, mais pour le reste, ça correspondra à ce qu'on avait prévu initialement. Et la liste complète va être distribuée ou sera distribuée et sera de toute façon mise sur le web. En plus du cours classique, vous savez qu'il y a à chaque fois, enfin pour ceux et celles qui me font l'amitié de venir, depuis un petit moment maintenant, le cours que je fais est, disons, généralement relativement générique et doublé ensuite par une intervention d'un séminariste ou d'une séminariste, d'un scientifique de très haut niveau qui vient développer un thème particulier qui est en règle générale en rapport avec le thème du cours qui vient d'être fait. Et donc cette fois-ci, ce sera le professeur Guizou van der Goot de l'EPFL, de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui a eu la gentillesse de venir nous parler de ses travaux sur les toxines. Donc voilà en gros le programme. Vous savez qu'aussi associé à ce programme de cours est un symposium ou un colloque. Il aura lieu le 2 juin prochain. Il sera en anglais. Et ce sera une suite d'un colloque qu'on avait fait il y a 3 ans, qu'on avait organisé en particulier avec Guy Tranvagneux ici, sur le titre est Seeing is Believing, voir c'est croire, et c'est sur le progrès de l'imagerie dans l'analyse des processus cellulaires et infectieux, bien entendu. Cette fois-ci, il y aura 2 thèmes, un thème sur l'amélioration des techniques d'analyse subcellulaire, voire moléculaire par imagerie dans les cellules, en particulier dans les cellules infectées. Et l'autre thème sera plus sur les aspects, disons, d'imagerie globale et d'intégration entre les processus d'imagerie par IRM, par scanner, et ce qu'on peut en attendre dans la recherche, en particulier dans l'analyse des maladies infectieuses. Donc voilà en gros le programme pour cette année. Pour celles et ceux qui sont intéressés, qui n'auraient pas eu encore assez de maladies infectieuses, le 16 décembre, j'ai organisé ce que j'ai appelé, par hommage d'ailleurs à mon prédécesseur à la chaire de maladies infectieuses ici, qui était Charles Nicolle, un colloque qui s'appelle le colloque Charles Nicolle, qui est organisé en association avec la Société française de microbiologie, la SFM comme on l'appelle, puisque je m'occupe avec 2 ou 3 autres de mes collègues de la section de pathogénicité microbienne. Et on a décidé de faire un colloque en l'honneur de Charles Nicolle, qui sera en fait l'esprit et de montrer les meilleurs travaux qui ont été effectués dans le domaine de l'analyse des processus infectieux
par des chercheurs français ou par des chercheurs travaillant dans des laboratoires français, de manière à donner un petit peu de morale aux troupes. Donc il y aura beaucoup de jeunes, j'espère, d'étudiants qui vont s'intéresser au travail de leurs collègues. C'était un peu l'idée initialement pour la Société française de microbiologie, mais comme le Collège de France est ouvert absolument à tout le monde. Donc on va essayer de montrer un peu ce que les jeunes font actuellement et j'espère que ça donnera, comme je disais, du moral à tout le monde. Donc voilà, pour le cours de cette année, encore une fois, merci d'être ici et je vais essayer de vous faire une première présentation, donc ce cours un petit peu générique, qui va porter sur, le titre, vous l'avez, le contrôle du cytosquelette cellulaire par les pathogènes. L'image qui l'illustre, c'est l'image qui me tient à cœur, bien entendu, puisque c'est Shigella, la bactérie sur laquelle on travaille depuis des années dans mon laboratoire, partie de recherche fondamentale que je fais à l'Institut Pasteur à Paris. Donc Shigella, qui est en train de rentrer à l'intérieur d'une cellule épithéliale. Donc vous voyez les bactéries ici, c'est un cliché de microscopie électronique à balayage de haute résolution. Et vous voyez bien entendu que la bactérie en train de pénétrer cause des modifications massives de la surface des cellules avec des réarrangements membranaires très très importants. Et il est bien évident que ces réarrangements membranaires ne surviennent pas tout seuls. Il y a derrière tout ça des modifications massives du cytosquelette cellulaire. C'est une façon de vous faire rentrer un peu, si je puis dire, dans le vif du sujet. Donc, les bactéries pathogènes, et on va parler de bactéries cette fois-ci, ont finalement, dans leur activité de subversion des cellules de l'hôte, développé des approches, si l'on peut dire, qui leur permettent de détruire, voire plutôt la plupart du temps, parce qu'elles sont plus intelligentes que ça, de modifier les fonctions du cytosquelette et de les amener finalement à faire des choses qui vont leur servir, par exemple, leur permettre de rentrer à l'intérieur d'une cellule, mais c'est loin d'être la seule expression de ce phénomène. Alors, les grandes fonctions du cytosquelette cellulaire, et on va rentrer un petit peu plus dans les détails de ce qu'est le cytosquelette cellulaire, de ce qu'il est à la fois en termes moléculaires et de ce qu'il fait en termes fonctionnels. Mais si on regarde ça de façon un petit peu plus large et avec l'œil peut-être d'ailleurs d'un microbe qui voudrait aller envahir un hôte, c'est d'abord quelque chose qui est important dans la structuration de la barrière épithéliale. Il faut que les cellules tiennent debout et adhèrent les unes aux autres de façon à faire une barrière cohérente et empêcher les microbes de rentrer dans l'organisme. J'ai déjà fait des cours sur ce sujet-là. Ou les barrières endothéliales, par exemple la barrière hémato-encéphalique, qui est un des éléments vitaux de notre survie, puisqu'elle protège le cerveau, est liée à l'imperméabilité massive ou majeure des cellules de l'endothélium vasculaire cérébral. Et le cytosquelette a bien entendu, là encore, en particulier dans l'établissement de la structuration des jonctions cellulaires, un rôle très très important. Mais il y a bien entendu ce qu'on pourrait considérer comme des barrières statiques, et puis il y a des barrières très dynamiques, extrêmement mobiles, qui sont les cellules du système immunitaire qui vont être recrutées au site d'infection. Et tout ça va nécessiter bien entendu des processus de migration vers le site d'infection, des processus de phagocytose, c'est-à-dire d'absorption des micro-organismes, la formation éventuellement lors de la mise en place de la réponse immunitaire de synapses immunologiques, c'est-à-dire de communication entre les cellules présentatrices d'antigènes et les lymphocytes, qui vont d'ailleurs parfois, pour certains micro-organismes, en particulier les virus, servir de pont, de passage d'une cellule à l'autre. Donc il y a toute une série finalement d'éléments dans lesquels le cytosquelette cellulaire joue un rôle, disons, statique ou dynamique, qui vont être pris en compte par les micro-organismes de façon à se défendre, survivre et éventuellement envahir et coloniser leur hôte. Donc c'est, on pourrait le dire, une cible idéale pour déstabiliser une cellule, soit dans sa globalité, soit dans certaines de ses fonctions spécifiques, pour lui faire des choses qu'elle n'est pas finalement habituée à faire naturellement. Donc la subversion globale, ce serait plutôt de faire que les cellules se détachent, qu'elles perdent leur capacité d'adhésion. Les fonctions spécifiques, c'est l'endocytose, la phagocytose. Les micro-organismes vont éventuellement essayer de l'éviter de manière à ne pas être internalisées. Mais si c'est leur fonction d'être internalisées parce qu'elles ne peuvent survivre que dans les cellules, au contraire, elles vont l'activer.
Et puis l'invasion des cellules, c'est ce que je vous ai montré dans la diapositive précédente. Une cellule épithéliale intestinale, par exemple, son rôle, c'est pas de faire rentrer ou d'absorber des bactéries comme ça, qui sont quand même des particules vivantes d'une certaine taille. Et donc ça montre bien à quel point ces processus de subversion peuvent amener une cellule à faire des choses pour lesquelles elles ne sont pas du tout programmées. Alors, si on rentre un petit peu dans les détails du cytosquelette, parce qu'encore une fois, ça va être la cible, donc je pense qu'il faut qu'on définisse un tout petit peu la cible cellulaire. Vous voyez sur cette photo en immunofluorescence, bon, une cellule, bien entendu. On est là dans le domaine de 2 dimensions, on verra un petit peu après les différences, mais vous avez le noyau ici marqué par du DAPI. Vous avez en marquage en fluorescence verte ce qu'on appelle les microtubules, c'est-à-dire des polymères extrêmement structurés et rigides de tubuline qui jouent un rôle de structuration physique de la cellule, mais qui jouent aussi un rôle extrêmement dynamique, par exemple au moment de la division cellulaire, puisque vous savez que les chromosomes vont migrer sur un fuseau qui est formé de microtubules. Mais ce sur quoi, bien entendu, je vais essentiellement m'appesantir ici, si l'on peut dire, c'est sur la partie du cytosquelette qui correspond à ce qu'on appelle les microfilaments et qui est formée d'actine. D'actine globulaire qui s'appelle l'actine G, qui va se polymériser en filament, qu'on va donc appeler l'actine F. Et puis il y a des filaments intermédiaires, des cytokératines, les lamines pour le noyau, dont les fonctions sont relativement claires, mais finalement relativement limitées pour ce qui concerne l'interface avec les micro-organismes pathogènes. Une des cibles importantes des micro-organismes pathogènes, c'est l'actine. Ce sont les filaments d'actine. Et vous voyez déjà, c'est ce qui est finalement ici marqué en rouge, 2 éléments importants qui vont être éventuellement à prendre en compte pour un micro-organisme lorsqu'il va interagir avec le cytosquelette cellulaire. Quelles que soient les modalités de cette interaction, on y reviendra. Il y a ces espèces de points ici, rouges, que vous voyez très bien se détacher, qui sont en fait les plaques d'adhésion, ou les points d'adhésion focaux. C'est là que la cellule structure ces zones d'adhésion à la matrice, en fait, au tissu ou aux fibres, au collagène, à la fibronectine, où elle va adhérer. Et puis vous avez à la périphérie ce qu'on peut appeler le leading edge, c'est-à-dire une zone extrêmement dynamique qui correspond en fait à des zones de remaniement très très rapides du cytosquelette d'actine et qui vont bien entendu être enclenchées, activée lorsque la cellule va se mettre par exemple à migrer selon un gradient d'attraction, de chymoattraction, ou imaginez par exemple une blessure, une brûlure, les kératinocytes, les cellules cutanées vont très très vite migrer pour refermer cette lésion. Donc tout ça correspond à des zones extrêmement dynamiques du cytosquelette cellulaire, impliquées dans des fonctions très très essentielles, en particulier comme la mobilité, et qui vont bien entendu être prises en compte par les micro-organismes dans leur éventuel intérêt. Alors, quelles sont finalement les grandes fonctions de l'actine, puisqu'on va parler maintenant exclusivement de filaments d'actine, dans la cellule? C'est la structuration de la cellule, c'est la mobilité de la cellule, c'est la mise en place de forces à un moment donné pour effectuer une fonction donnée, et ce sont des fonctions de transport qu'elle partage d'ailleurs très largement, on y reviendra dans le prochain cours, avec les microtubules. Donc, cette actine va former des microfilaments qui vont assurer un soutien mécanique aux cellules et leur fournir éventuellement des voies de trafic à travers le cytoplasme et même aider parfois à la transduction d'un certain nombre de signaux cellulaires. Elle va permettre la mobilité des cellules, on l'a déjà dit, avec ce qu'on appelle généralement un mouvement améboïde lorsque les cellules sont isolées, comme par exemple une cellule du système immunitaire qui doit migrer vers un site d'infection. Et puis cette capacité qu'on a déjà mentionnée, bien entendu, de phagocytose, qui est très très largement dépendante de la dynamique de la polymérisation de l'actine. Alors l'actine est aussi, bien entendu, le composant essentiel du muscle. On va laisser ça de côté, ce sont les muscles rouges. Là, on parle essentiellement de l'actine présente dans les cellules non musculaires, bien entendu. Et puis, comme je l'ai déjà mentionné rapidement au début, l'actine et les filaments d'actine peuvent servir au transport de certaines charges à l'intérieur de cellules, de vésicules permettant d'amener des membranes ou des composants, des molécules réactives à un moment donné, à un endroit donné, avec, bien entendu, la nécessité pour que ces charges bougent
sur ces filaments d'actine de molécules intermédiaires qui assurent cette motilité. Et ces molécules intermédiaires qui assurent cette motilité, c'est, vous le savez sans doute, ce qu'on appelle les myosines. Et dans ces processus de transport, on a des myosines de type 5 qui marchent vers l'extrémité, qui vont vers l'extérieur de la cellule, et des myosines de type 6 qui ont plutôt tendance à être impliquées dans les processus endocytiques et qui vont amener certaines charges vers l'intérieur de la cellule. Donc il y a toute une dynamique liée au cytosquelette que les micro-organismes pathogènes, bien entendu, vont se faire un plaisir de perturber et d'utiliser à leur propre compte. Alors je vous montrerai, parce que ça va être un site éventuellement d'interaction important, ces points de contact focaux. Ces points de contact focaux, c'est intéressant parce que finalement, d'un côté, on appelle ça point de contact focaux, donc on a l'impression que c'est quelque chose qui va être relativement statique, et ça doit être statique pour que la cellule puisse adhérer, mais en même temps, ce sont des structures qui sont dans un remaniement et dans une dynamique perpétuelle. On y voit bien entendu les filaments d'actine qui vont être un peu la vedette de ce cours. On y voit les myosines qui vont assurer, en particulier la myosine de type 2, dans ce cas-là, cette dynamique de mise en place par l'intermédiaire des filaments d'actine de ces points d'adhésion focale. On y voit des molécules qui sont extrêmement importantes, qu'on appelle les intégrines. Ces molécules sont des molécules transmembranaires qui, à l'extérieur, se lient à ce que j'ai déjà appelé la matrice extracellulaire. C'est donc le contact de la cellule à l'extérieur, et à l'intérieur, par l'intermédiaire d'un certain nombre de molécules, vont interagir avec les myosines et avec ces filaments d'actine, de façon à en permanence stabiliser et remanier ces points d'adhésion. Et il est clair qu'un certain nombre de pathogènes, bactériens comme virus, on y reviendra rapidement, vont finalement se faire passer, si je puis dire, pour simplifier un peu les choses à ce stade, pour des éléments de la matrice cellulaire et se faire reconnaître finalement comme des éléments de matrice cellulaire pour perturber les fonctions de ces systèmes et les utiliser pour se faire internaliser. On y reviendra, c'est ce qu'on appelle le principe du zipper ou de la fermeture éclair. C'est un des grands modes d'entrée des bactéries à l'intérieur des cellules. Donc ça, c'est disons les zones relativement statiques, même encore une fois, si les remaniements sont en fait constants, d'autant plus que les cellules restent rarement exactement à la même place. Puis il y a des zones encore plus dynamiques dont on a déjà parlé, qui sont en particulier la périphérie de la cellule, en tout cas encore une fois pour des cellules non organisées encore dans un épithélium structuré. Vous voyez ici le cytosquelette, on a enlevé toute la matrice de la cellule, on garde tous ces filaments, certains sont probablement des microtubules, mais dans cette zone-là, l'essentiel de la structuration se fait à partir de la dynamique de la polymérisation, dépolymérisation de ces filaments d'actine, et on va se retrouver finalement. Je vous montre ce petit film que j'avais emprunté ou que Patrice Boquet m'avait laissé utiliser. Je vais vous parler de Patrice un petit peu plus tard. Juste, c'est une caricature en fait. Ce sont des cellules isolées, vous voyez, elles ne sont pas confluentes, qui ont été traitées par une toxine bactérienne, on y reviendra, qui active de façon constitutive le cytosquelette cellulaire, donc met en place finalement, de façon caricaturale, tous les types de modifications de la surface cellulaire qui peuvent être induits par les régulations de la dynamique de l'actine. Et vous voyez que ces cellules qui bougent font à la fois des structures phylopodiales, elles font ce qu'on appelle des lamellipodes, c'est-à-dire des grandes lames qui progressent, c'est ça le leading edge, et elles font assez rapidement des structures, pour l'instant un peu trop dynamiques, mais qui correspondent largement à des repliements de membranes, mais en dessous de ça, on a des câbles d'actine qui commencent à stabiliser la cellule. Donc, tout ce cytosquelette est sous un contrôle permanent d'un certain nombre de molécules régulatrices, et comme vous le verrez, les pathogènes ont eu l'astuce, la coévolution, vous le savez, c'est mon thème favori, a permis ces choses d'aller directement au cœur du dispositif de régulation et d'amener, par exemple, comme le fait cette toxine, à caricaturer un certain nombre des altérations caractéristiques du cytosquelette cellulaire. Quelle est la fonction exacte de tout ça dans la pathogénicité? On y reviendra, ce n'est pas toujours très clair.
Alors, ces cellules qui bougent de façon extrêmement dynamique, encore que les choses aient été un petit peu exagérées par le fait que ce que vous avez vu là en quelques secondes, en fait, correspondait à une prise de vue ou des prises de vue qui s'étalaient sur 2 heures. Il y a toujours une impression de rapidité des événements qui n'est pas véritablement la réalité. Mais je n'allais pas vous faire passer ce film-là pendant 2 heures, ça aurait ressemblé à un film Nouvelle Vague pas très digeste. Donc, ça, quand même, ça ressemble beaucoup dans cette dynamique permanente du cytosquelette à ce que font les cellules du système immunitaire. Ici, vous avez un macrophage qui va, par exemple, attraper, si je puis dire, mais surtout phagocyter un globule rouge. Et vous voyez à quel point la surface du macrophage est caractérisée par ces philopodes extrêmement longs, extrêmement denses, dont le rôle va être de capturer finalement des particules, puisque c'est la fonction des macrophages, qui sont éventuellement des micro-organismes, des bactéries. Donc vous avez ça, et vous avez ici cette fameuse photo qu'on voit partout. Je pense que ce n'est pas un artefact, qui montre un macrophage avec... on pourrait imaginer que c'est la tête et la trompe et l'aspiration, mais en fait, c'est un macrophage qui émet cette structure pseudopodiale qui va capturer un micro-organisme, l'absorber par phagocytose, et on imagine que cette structure va se rétracter et amener la bactérie au sein même de la cellule. Donc tout ça correspond encore une fois à des dynamiques extrêmement importantes, et il est probable qu'une partie des stratégies des bactéries pathogènes en particulier se sont construites par acquisition de gènes leur permettant de coder des toxines ou des effecteurs microbiens qui vont antagoniser ces processus de phagocytose, parce que, bien entendu, si la bactérie se laisse piéger par une cellule de cette nature, elle va être exposée à du stress oxydatif, elle va être exposée à des peptides cationiques antimicrobiens, elle va être exposée à ce qu'on appelle la fusion phagolysosomale et à sa destruction dans les compartiments lysosomaux. Donc, il fallait absolument que les choses soient prises en compte très tôt dans les événements, et l'idée en fait qu'une bactérie puisse d'une manière ou d'une autre paralyser une cellule et empêcher les phénomènes dynamiques comme la formation de pseudopodes ou la phagocytose est sûrement quelque chose qui a commencé très tôt, et sans doute dès que des cellules, finalement des individus monocellulaires comme les amibes, se sont trouvés face à des micro-organismes dans les fonds marins ou vice-versa d'ailleurs. La guerre en fait a commencé entre les eucaryotes et les procaryotes, et il est probable qu'un certain nombre des effecteurs qu'on voit aujourd'hui au sein de ces micro-organismes comme étant actifs sur, par exemple, le cytosquelette des cellules du système immunitaire, en fait, ont été sélectionnés bien antérieurement, avant même que les mammifères existent, dans des systèmes très simples d'interaction entre des amibes qui ne vivent que par la prédation de micro-organismes prokaryotes et les bactéries, par exemple. Donc on est là dans une espèce de filiation moléculaire qui est tout à fait, bien entendu, passionnante. Alors ça, c'était une vision peut-être un peu bidimensionnelle des cellules et de ce que peut faire une bactérie pathogène en présence de ce type de cellules. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les obstacles à la progression des bactéries pathogènes dans l'organisme se font aussi, un peu comme je l'avais fait dans le thème des cours l'année dernière, par la rupture de barrières. Et les barrières sont des barrières, en général, cellulaires physiques, qui correspondent à l'association d'un certain nombre de cellules différenciées, polarisées, par exemple pour la barrière épithéliale intestinale ou pour la barrière respiratoire, enfin de l'épithélium broncho-alvéolaire. Donc ça nous introduit tout de suite une troisième dimension. Les cellules sont en hauteur, elles doivent s'associer les unes aux autres, ce qui fait qu'elles ont des structures extrêmement élaborées d'adhésion. En particulier, au pôle apical, on a ce qu'on appelle la zonula adhérens, qui est formée par des molécules qui s'appellent les cadérines, et puis un certain nombre de molécules comme les claudines, les occludines, qui vont former un système de jonctions cellulaires encore plus serré qu'on appelle les jonctions serrées d'ailleurs,
elles portent bien leur nom, et un certain nombre de ces cellules, en particulier celles qui ont une fonction particulière, comme des fonctions digestives ou des fonctions ciliées de nettoyage de la surface, vont avoir des structures de surface, comme ici les cellules intestinales, une bordure en brosse. Or, toutes ces structures ici, extrêmement différenciées, extrêmement élaborées, sont ancrées sur des systèmes qui dépendent de filaments d'actine, que ce soit la zonula adhérens, que ce soit la formation de ces microvillosités ici, que ce soit éventuellement les jonctions serrées. C'est ce qui est montré ici. Vous voyez que les cadérines en particulier, qui forment cette jonction cellulaire de la zonula adhérens, sont des molécules avec des motifs répétés. On est en extracellulaire ici, qui se lient sous forme de dimères, un allant dans une des cellules et l'autre élément allant dans l'autre cellule. Ce sont des molécules transmembranaires dépendantes du calcium. Et à l'intérieur de la cellule, le domaine cytoplasmique de ces cadérines va s'ancrer par un certain nombre de molécules intermédiaires, les caténines et autres, avec des filaments d'actine qui eux-mêmes vont s'ancrer entre eux avec des myosines et assurer finalement une espèce de dynamique, entre guillemets, de respiration permanente de ces systèmes jonctionnels auxquels les bactéries vont se faire bien entendu un plaisir de s'adresser, puisque la meilleure façon pour une bactérie de passer par exemple un épithélium intestinal, c'est bien entendu de rompre ces jonctions et de pouvoir s'insinuer entre les cellules, beaucoup plus facile en fait à faire que de pénétrer dans une cellule elle-même, car une fois qu'on est dans la cellule, on ne sait pas très bien ce qui peut éventuellement se passer. Donc on est là en permanence dans, encore une fois, une espèce d'équilibre, de jeu entre ce type de pathogènes et des structures maintenant beaucoup plus définies et beaucoup plus différenciées au niveau cellulaire. Alors je vous montrais la bordure en brosse, par exemple, qui est sûrement un élément très important de la défense de la surface des cellules épithéliales. Elles sont bien entendu formées par un certain nombre de filaments d'actine qui sont eux-mêmes liés par des structures, par des armatures qui sont formées par ce qu'on appelle en anglais actin binding proteins, c'est-à-dire des protéines de liaison à l'actine, et l'association de ces filaments avec leur liaison par ces molécules, par exemple ici de fimbrine, va former chaque élément individuel qui va s'ancrer dans ce qu'on appelle le terminal web ou le réseau apical de la cellule. Encore une fois, tout ça, c'est de l'actine qui vient s'ancrer dans un autre réseau d'actine et ainsi de suite. Donc vous voyez une espèce de système en étage qui est tout à fait fascinant. Et là, je vous ai juste mis pour vous mettre en appétit un colibacille entéropathogène classique, ce qui donne des diarrhées aux enfants. Vous voyez que ces colibacilles ont la capacité d'adhérer de façon très étroite à la surface apicale de la cellule épithéliale et de détruire finalement, d'effacer complètement ces structures très sophistiquées de manière à pouvoir interagir de façon étroite avec ces cellules. Donc on est en permanence dans un jeu de rupture et éventuellement de réponse cellulaire. Alors, j'ai beaucoup parlé d'actine, de filaments d'actine. La notion qu'il faut véritablement prendre en compte, parce que c'est là, encore une fois, au cœur du dispositif de régulation que les micro-organismes s'adressent généralement. Donc il faut comprendre un petit peu mieux la mécanisme de polymérisation et la dynamique finalement de ce cytosquelette. Donc je vous ai parlé de l'actine G, ce sont les monomères d'actine, ce sont des protéines qui font 42 kilodaltons à peu près. L'actine, c'est probablement la molécule la plus conservée à travers tous les phyla, depuis les invertébrés jusqu'aux vertébrés. Et même, bon, les plantes ont de l'actine. La plus haut niveau de diversité ou de divergence entre l'actine d'un mammifère et l'actine de plante, c'est environ 20%. Donc c'est des molécules qui sont extrêmement conservées, probablement du fait de leur côté essentiel, tel que j'essaye de le souligner depuis le début. Alors la forme active de l'actine qui va permettre d'aller s'enclencher dans la formation d'un filament, c'est la forme liée à l'ATP, à la désosine triphosphate, qui va se mettre finalement dans une poche qui va assurer, disons entre guillemets, l'énergisation de la molécule qui lui permet de s'intégrer dans la formation de ce filament. Donc à partir de ce moment-là, on a ce jeu d'actine G liant l'ATP qui va être dans des conditions de polymérisation. Donc on est sur ce côté-là, qui est le côté actif du filament qui est en formation. Donc vous voyez l'actine G ATP. Et puis,
assez rapidement, au bout d'un certain temps, cet ATP dans cette poche va être hydrolysé et va donner lieu finalement à la formation d'ADP, d'adénosine diphosphate, et puis d'un phosphate inorganique libre. Et ça, c'est le très joli travail, et je veux vraiment lui rendre hommage, de Marie-France Carlier. Vous voyez le début de ses travaux, 1987, à GIF, dans le laboratoire d'enzymologie, avec Dominique Pantaloni et d'autres au fil des années, d'avoir vraiment mis en évidence, c'est une biochimiste, une biophysicienne, d'avoir mis en évidence au sein de quelque chose qui paraissait finalement très, très biologique, si je puis dire, en particulier à ce stade, des bases biophysiques véritablement solides de l'équilibre dynamique de la polymérisation de l'actine. Donc en fonction de la vitesse à laquelle ce phosphate inorganique va être éliminé, en fait le filament va changer ses caractéristiques, et s'il est éliminé très rapidement, s'il est éliminé très lentement, le filament d'actine se stabilise et on va pouvoir progressivement faire quelque chose de plus en plus long. S'il est éliminé rapidement, on a maintenant de l'actine ADP sans le phosphate inorganique dans la poche et on se retrouve dans une situation d'instabilité et de dépolymérisation très rapide avec la possibilité, bien entendu, d'avoir un cycle de reconstitution, ce qu'on appelle la processivité ou le treadmilling, c'est-à-dire que les sous-unités d'actine qui sont libérées ATP vont échanger, ADP vont échanger, reprendre un ATP et se remettre en position pour aller polymériser au côté actif. Alors, cette bipolarité de filaments d'actine, on l'appelle plus du côté actif polymérisation, moins du côté inactif et qui correspond souvent à une dépolymérisation efficace. Et opérationnellement, on arrive à le marquer très très bien, ça a été montré il y a pas mal d'années, en purifiant de la myosine musculaire qui va avoir tendance à se positionner de façon particulière sur le filament d'actine, toujours de la même façon, et former une espèce de V qui va indiquer ce qu'on appelle l'extrémité barbée, qui est l'extrémité active, celle qu'on retrouve généralement sous la membrane, parce que les sous-unités viennent s'ajouter là, et l'extrémité pointue ou pointée, que vous voyez, je l'espère ici, c'est un travail qu'on avait fait il y a quelques années. Je n'ai peut-être pas suffisamment agrandi la photo pour que vous fassiez une idée très claire de la situation. Mais tout ça, encore une fois, est un domaine qui a vraiment été initié par le travail de Marie-France très très tôt. Elle a été vraiment une pionnière dans ce domaine. Donc voilà un petit peu les notions de base de la polymérisation. Alors, une fois qu'on a un peu en tête cette dynamique, cette biophysique de la formation et de la, finalement, rupture de ces filaments, on est loin d'avoir répondu à toutes les questions et tout compris. Alors, un certain nombre de toxines, je vous le dis tout de suite, microbiennes, vont entraîner des modifications de l'actine et gêner finalement ces processus de polymérisation. Mais beaucoup de bactéries, en particulier, là on va rentrer dans des molécules de toxines bactériennes, ont finalement réussi à être dans ce dispositif par des moyens extrêmement sophistiqués, puisqu'ils ont réussi à gêner, à perturber les mécanismes qui induisent ce qu'on appelle la nucléation, c'est-à-dire le démarrage de ces filaments. Pour démarrer un filament d'actine, il faut que 3 molécules d'actine G se mettent ensemble, que les conditions environnementales, l'ATP, tout ça soit correct, le magnésium et ainsi de suite, en tout cas in vitro, et le filament peut démarrer. Mais pour engager ce phénomène de nucléation, de filamentation de l'actine, il faut des agents nucléateurs. Il faut des agents qui décident on y va ou on n'y va pas. Et ce que je voudrais faire passer comme message ici, c'est pas du tout pour prêcher pour ma chapelle, mais c'est de dire que vraiment la notion de l'existence de ce qu'on appelle des molecular switch en anglais ou des commutateurs moléculaires en français, qui sont ce qu'on appelle des petites GTPases, c'est-à-dire des molécules qui hydrolysent les GTP de la famille Rho, sont des molécules dont la fonction régulatrice, disons, de décision d'induction ou de non-induction de la polymérisation de l'actine en fonction du fait qu'elles sont actives, c'est-à-dire liant le GTP, ou inactives, liant le GDP, a été très largement reconnue grâce à l'existence de ces toxines microbiennes, dont certaines sont actives sur le cytosquelette. Alors, en gros, cette commutation moléculaire, si l'on peut dire,
elle est basée sur ces molécules qui sont des petites GTPases, globalement de la famille Rho. Alors, il y en a 3 types essentiels, beaucoup plus maintenant qui sont reconnus, mais pour ce qui est du cytosquelette cellulaire et de l'interaction au jour le jour, disons qu'on va rester avec ces 3-là. CDC42, RAC et Rho. Ce sont les 3 qui sont à retenir et le reste, on pourra voir une autre fois. Et ces molécules, en fait, vont induire un certain nombre d'effecteurs moléculaires, on va y revenir, qui vont induire la polymérisation de l'actine. Uniquement s'ils sont sous la forme liant le GTP. Là, on a les effecteurs et on a les pathways downstream. La forme GDP, liant le GDP, est totalement inactive. Donc, on a cette commutation moléculaire, dépendant de la liaison du GTP ou du GDP, qui va décider si le système se met vers la formation de filaments ou pas vers la formation de filaments. Et ce système de commutation moléculaire est lui-même contrôlé par des molécules annexes qui vont décider de l'hydrolyse du GTP, donc finalement de la perte de la fonction, ou du blocage. Et donc ça, ce sont des molécules comme GEF, qui est Guanine Nucleotide Exchange Factor, qui va avoir tendance à amener vers une forme active, et ce qui s'appelle GAP, GTPase Activating Protein, donc on active la fonction GTPase, donc on hydrolyse le GTP, donc on va vers une forme inactive. Et lorsque les formes sont inactives, comme le Rho-GDP ici, elles sont retenues par ce qu'on appelle GDP Dissociating Inhibitors. Ce sont des molécules qui vont permettre le piégeage dans le cytoplasme et vont finalement consolider le phénomène d'inactivation. Lorsqu'elles sont actives, elles sont liées à la membrane, et c'est assez compréhensible puisqu'un certain nombre de phénomènes d'organisation du cytosquelette sont liés à des signaux qui partent de la membrane. Donc voilà ce processus global. Alors, juste pour faire un tout petit point d'histoire, au début des années 80, d'ailleurs quand j'ai commencé dans le domaine de la physiopathologie des infections, un certain nombre de chercheurs, et en particulier d'ailleurs le groupe de Patrice Bocquet à l'Institut Pasteur avec un chercheur américain qu'il avait connu lors de son postdoc à Boston qui s'appelait Michael Gill, s'intéressait beaucoup à une forme de modification de fonction enzymatique qui était liée au fait que certaines toxines de bactéries, en particulier de bactéries anaérobies comme le Clostridia, avaient été montrées avoir une fonction ADP ribosylante, c'est-à-dire qu'elles étaient capables à partir du NAD d'hydrolyser la molécule de NAD et de brancher sur un acide aminé d'une cible qui était à l'époque essentiellement reconnue comme ce qu'on appelle les G-protein coupled receptors, c'est-à-dire des protéines à plusieurs domaines transmembranaires qui sont à la surface de la cellule et qui répondent à des signaux, en particulier à des signaux hormonaux, et qui vont par une cascade d'événements régulateurs activer une adénylate cyclase qui va hydrolyser l'ATP en AMP cyclique, qui est un médiateur très très important d'un certain nombre de signaux cellulaires, en particulier de protéines kinases. Donc, à l'époque, le travail était essentiellement axé sur comprendre les mécanismes, par exemple, d'action de la toxine cholérique qui catalysait la modification de cette molécule alpha régulatrice et qui entraînait une activation, en fait, maintenue, c'est-à-dire permanente de l'adénylate cyclase. C'est d'ailleurs la fonction de la toxine cholérique de base, c'est de fabriquer un excès d'AMP cyclique dans la cellule, ou de la toxine pertussis qui catalysait un autre variante de ce régulateur, qui est un inhibiteur et qui le bloquait en position on, ce qui fait que la cellule était incapable d'activer sa fonction adénylate cyclase. Donc, ces personnes s'intéressaient finalement à des modifications par ADP-ribosylation qui portaient sur des grosses protéines. Et puis, un jour, finalement, avec une autre toxine ADP-ribosylante enfin une autre, non, d'ailleurs, il avait utilisé celle-là déjà pour regarder ces toxines-là, qui s'appelait l'enzyme C3, la C3 transférase de Clostridium botulinum, en utilisant bien entendu du NAD radioactif marqué au phosphore 32 de façon à voir où l'ADP ribosyle était délivré et associé, se sont retrouvés avec des molécules ADP ribosylées qui n'avaient absolument aucune
sur le plan de leur poids moléculaire, étaient totalement différentes des protéines sur lesquelles ils travaillaient jusqu'à présent, dans la mesure où elles avaient un petit poids moléculaire. Et très rapidement, le groupe de Klaus Actoris en Allemagne, à Fribourg, a montré que, en fait, Rho, en présence de l'enzyme C3, donc ce commutateur moléculaire, en présence de l'enzyme C3 et du NAD, bien entendu, était ADP-ribosylé, et qu'en fait, cette ADP-ribosylation, si on reprend la structure de la molécule Rho ici, où on a finalement cette zone correspond à une des zones de switch, de commutation importante, parce que c'est la zone dans laquelle vont essentiellement s'associer les molécules qui, à partir de l'activation de Rho, vont amener à la polymérisation véritablement de l'actine. Donc tout ce qui modifie cette zone ici va en fait gêner l'interaction, soit l'activer considérablement, soit la bloquer complètement. Et donc ils avaient montré, ce groupe, on est là en 1987 je crois, que l'enzyme C3 en fait ADP-ribosylait la molécule Rho sur cette asparagine 41 ici. Donc ça c'était déjà un début finalement d'identifier ces petites G. Alors on savait que c'était de la famille des races, on savait que c'était des choses qui étaient impliquées dans le cancer, mais les choses n'étaétaient pas claires du tout. Et en fait cette molécule allait s'avérer, cette molécule C3, tout à fait essentielle. Et j'ai vraiment extrait ce papier que je pense est un papier, sinon le papier pionnier. Le groupe d'Actoris avait vraiment montré l'ADP-ribosylation sur l'asparagine 41, mais n'avait pas véritablement montré le rôle que ça avait dans la régulation du cytosquelette cellulaire. Et ce qu'a vraiment montré ce travail qui a été publié dans EMBO Journal par Pierre Chardin, qui était le premier auteur, Patrice Boquet et Michael Gill, un certain nombre d'autres, d'ailleurs Michel Popov qui travaille toujours à l'Institut Pasteur, c'est que lorsque on exposait des cellules, et vous voyez ici le marquage des filaments d'actine avec les marqueurs tels qu'on les utilise, par exemple la phallocidine fluorescente ou autre, en particulier à cette époque-là, vous voyez que les filaments d'actine qui sont extrêmement structurés, ce qu'on appelle souvent les câbles de stress ou les câbles de tension cellulaire, sont absolument inexistants et détruits dans les cellules qui ont été exposées à l'exoenzyme C3 et dans lesquelles, bien entendu, les molécules Rho a été adépo-ribosylées et inactivées. Donc c'est vraiment un peu pour moi le papier charnière qui a permis, grâce à un outil microbien, finalement, grâce à une toxine microbienne, d'identifier une fonction cellulaire essentielle qui est celle de la décision « je polymérise mon actine » ou « je ne polymérise pas mon actine ». Et quand on regarde la littérature ultérieure, il y a bien entendu à la suite une série de papiers absolument exceptionnels, en particulier par le groupe d'Alan Hall. Anne Ridley était le premier auteur, il était à l'époque à UK Cancer, enfin à Londres, et Alan, les deux papiers datent de 1992, donc très rapidement après, a vraiment réussi à mettre en évidence, disons, la généralité de ce processus et l'existence de plusieurs de ces commutateurs moléculaires dont la fonction pouvait être reliée à une activité particulière, par exemple la formation de philopodes, la formation de lamellipodes, ce qu'on appelle des ruffles, ou la formation de ces câbles de stress cellulaire. Donc ces deux papiers ont été vraiment les papiers pionniers, et je reprends simplement un des schémas de ce papier, celui qui montrait les fonctions de Rho dans la formation de ces câbles de stress, où vous voyez par exemple, pour prendre juste un exemple ici, vous voyez ces cellules ici qui sont sevrées de sérum et qui forment en présence de LPA des câbles de stress extrêmement visibles et très denses dans les cellules. Et vous voyez que la même manip dans laquelle les cellules ont été exposées à du ROA ribosylé, c'est-à-dire l'équivalent de ce que fait la toxine C3, ont complètement perdu leur câble de stress, et vous avez exactement la même chose si vous utilisez l'enzyme C3. Donc ce sont ça les quatre carrés les plus essentiels à retenir.
Et de la même façon, les lamellipodes sont bloqués dans cet autre papier RAC par l'inactivation de RAC. Donc on a là quand même un bel exemple du fait que les outils microbiens peuvent amener à faire des découvertes tout à fait fondamentales dans le domaine de la biologie cellulaire. Et de là est née cette notion qui a été vraiment engagée par les travaux d'Alan Hall, qui est maintenant au Sloan Kettering à New York, que à CDC42 est associée la formation de ces structures phylopodiales de surface, bien sûr toujours dans sa forme active liée au GTP, qu'à RAC est associée la formation de ces lamellipodes, de ces ruffles, de ces structures très actives à la périphérie cellulaire, et qu'à ρA, en tout cas, est associée la formation de ces câbles de tension, de ces câbles de stress intracellulaire qui convergent en fait sur ces plaques d'adhésion focale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc des éléments essentiels de la structuration et de la dynamique cellulaire sont liés à ces commutateurs moléculaires et sont bien entendu perturbés, rompus par des effecteurs microbiens et en particulier par des toxines. Alors à partir de là, bien entendu, les choses se sont développées, des théories ont été mises en place, et vous revoyez ici CDC42 les phylopodes, RAC1 les lamellipodes. Chacun y va de sa petite photo la plus spectaculaire possible, et on a donné nous aussi beaucoup là-dedans quand on a commencé à regarder les effets de certains microbes sur des cellules. Et ROA, bien entendu, vous voyez ces câbles de tension. Et à partir de là est née l'idée qu'en fait, il y avait une espèce de hiérarchie qui commence à être un tout petit peu mise en cause à l'heure actuelle, avec en tête CDC42, des formations de structures phylopodiales. On peut imaginer la cellule explore d'abord son environnement avant de prendre une décision sur ce qu'elle va exactement faire, et surtout la découverte progressive d'un certain nombre de molécules qui, à partir de ce commutateur moléculaire, allaient véritablement induire la nucléation et la polymérisation de l'actine, une molécule intermédiaire WASP, et je vais revenir rapidement sur le complexe ARP2-3. RAC, par l'intermédiaire de WAVE et le complexe ARP2-3, induit aussi la polymérisation de l'actine, et RHO, plutôt par l'intermédiaire d'autres molécules que le complexe ARP2-3, les formines, induit aussi la polymérisation de l'actine, et on se retrouve là avec les différentes structures possibles, les phylopodes CDC42, les lamellipodes RAC et les câbles de stress ou les câbles de tension cellulaire RHO. Avec, encore une fois, cette notion qu'on a peut-être une certaine hiérarchie des événements, CDC42 contrôlant RAC, contrôlant RHO, mais encore une fois, les idées commencent à diverger un tout petit peu et les choses sont rarement aussi caricaturales en matière de biologie cellulaire et de signalisation en général. Alors, on n'est pas encore au cœur du dispositif de nucléation, on y est maintenant, c'est-à-dire quelles sont finalement les molécules cibles qui vont répondre à cette activation par les commutateurs moléculaires, par les petites GTPase de la famille RHO, via éventuellement des molécules intermédiaires comme on l'a vu NWASP ou WASP ou WAVE. Alors il y en a deux, essentiellement. Un qui s'appelle le complexe ARP2-3, j'en ai déjà parlé, je vais en reparler, qui nuclée finalement des filaments d'actine qui se branchent très très rapidement. Et puis un autre qui correspond à des molécules qu'on appelle les formines et qui vont, elles, plutôt donner lieu à la formation de filaments très linéaires et non branchés. Alors là, c'est pour vous donner un autre exemple du rôle pionnier. Quand je défends les bactéries, c'est normal, c'est le thème de cette chaire, mais il y a des moments où il n'est pas très, très difficile de les défendre car les travaux sont vraiment d'une clarté évidente. En fait, on n'avait pas. Il était clair que les petites GTPases n'étaient pas les molécules qui nucléaient l'actine, que c'était des commutateurs moléculaires, que c'était des inducteurs, mais qu'on manquait encore la cible précise de quel était l'agent nucléateur. Et en fait, on savait chez la levure Saccharomyces qu'un complexe moléculaire avait probablement une relation avec l'actine qui s'appelait déjà le complexe ARP2-3 avec 7 sous-unités dont 2 voire 3 sont extrêmement similaires à la molécule d'actine. Et puis en 1992,
le groupe de Pascal Cossard à l'Institut Pasteur, qui travaille sur l'hystéria, qui travaillait et qui travaille toujours sur l'hystéria, a identifié une molécule qui, à la surface de l'hystéria, entraînait la polymérisation et le mouvement intracellulaire de la bactérie, puisque la bactérie échappait dans le cytoplasme. Et on a réalisé, on avait avec Figel la même chose, c'est-à-dire une molécule de surface qui permettait la motilité intracellulaire. Donc ça commençait vraiment à devenir un thème tout à fait intéressant sur le plan, disons, de la microbiologie, de la pathogénicité, parce que ça montrait qu'une fois entrées dans les cellules, un certain nombre de bactéries pouvaient bouger, passer d'une cellule à l'autre et ainsi de suite. Mais ce qu'a fait ici le groupe de Tim Mitchison avec Matthew Welch, qui je pense à l'époque était encore étudiant dans le labo de Tim, a été finalement de se dire, finalement, au fond, la bactérie qui polymérise l'actine à l'intérieur d'une cellule, ça doit être un processus, disons, moléculairement parlant, assez simple, assez direct, straightforward, comme on dit en anglais. Et pourquoi ne pas utiliser cette molécule qui assure la motilité de l'hystéria à l'intérieur du compartiment cytoplasmique de la cellule pour essayer d'aller en fait à la pêche de ce fameux nucléateur des filaments d'actine que personne ne connaissait véritablement clairement jusqu'à présent. Et donc les manipes qui ont été faites à l'époque ont été finalement de comparer la bactérie elle-même à l'intérieur d'un extrait de plaquettes qui finalement reconstituait, en rajoutant de l'ATP et un certain nombre d'autres composants, le milieu cytoplasmique, de reconstituer la réalité dans ce milieu ex-cellulo, si l'on peut dire, de ce que faisait l'hystéria capable de bouger dans les cellules, et surtout de mettre finalement cette molécule ACT1 directement sur des billes et de montrer qu'elle assurait la mobilité de ces billes par polymérisation d'actine à l'intérieur de ces extraits de cytoplasme plaquettaire. Donc ça, c'était l'évidence qu'avec une seule molécule, on avait la polymérisation de l'actine et la mobilité. Et à partir de là, ce qu'a fait le groupe de Tim, ça a été de faire une colonne avec cette molécule ACTA, de passer l'extrait de plaquettes sur cette colonne, d'éluer ce qui s'était accroché à la molécule ACTA, et comme de bien entendu, ce qui s'était accroché à la molécule ACTA, c'était le complexe ARB2-3, et ça a été vraiment grâce à cette molécule, la découverte finalement par ce groupe, que la nucléation de l'actine, pour l'essentiel dans les cellules eucaryotes, était liée à ce complexe ARB2-3. Alors c'est un complexe magnifique, il y a sept molécules sous-unités qui s'associent et qui s'associent de façon justement extrêmement sophistiquée. Je ne peux pas rentrer dans les détails moléculaires, j'ai pas le temps, mais qui va permettre finalement non seulement la nucléation des filaments d'actine, mais leur branchement. C'est-à-dire que vraiment les filaments vont faire une espèce d'arborescence avec un angle constant qui est de 70 degrés. Et vous imaginez bien que ce type de structure va permettre, bien entendu, par son espèce de diffusion, d'avoir mécanistiquement un rôle beaucoup plus important dans les modifications, par exemple, à la périphérie cellulaire, que si c'était un seul filament comme ça qui bouge et progresse. Ça donne sans doute une cohérence relativement importante à l'ensemble du système. Donc le complexe ARB2-3 vraiment est sorti, encore une fois, d'un effecteur moléculaire microbien, en tout cas au début. Donc ça vous montre à quel point cette complexe ARB2-3 qui est recolorisé ici entraîne cette nucléation de filaments d'actine avec, encore une fois, cette angulation permanente à 70 degrés. Et bien entendu, autour de tout ça, maintenant tournent énormément d'autres molécules qui sont impliquées dans la régulation, mais avec les commutateurs moléculaires, les petites GTPases, avec une molécule intermédiaire qui d'ailleurs, dans le cas de l'hystéria, correspond à ACTA. Il n'y a pas besoin de ces molécules NWASP ou WASP dont je vous ai parlé, et le complexe ARB2-3. On a la nucléation des filaments d'actine et déjà un début de structuration, puisqu'on a là cette arborescence qui se met en place. Alors il y a d'autres, ou il y a en tout cas une autre famille de molécules qui sont d'ailleurs prises en compte par un certain nombre de micro-organismes pathogènes et activées par un certain nombre d'effecteurs moléculaires,
qui s'appellent les formines. Comme je vous l'ai dit, les formines, elles, entraînent la formation plutôt de filaments individuels et non plus ces arborescences que fait le complexe arbre de Troie. Finalement, c'est un dimère, c'est un système relativement simple, enfin tout est relatif, qui correspond à deux domaines très très riches en proline. Et ces deux domaines vont finalement fixer la molécule d'actine ATP, énergiser et entraîner la nucléation. Donc on est dans un système là un petit peu plus simple, en tout cas en termes de nombre de molécules, mais qui permet une structuration un petit peu différente du cytosquelette. Alors tout ça est encore une fois très dynamique. Les sous-unités d'actine, il faut qu'elles deviennent disponibles. Comme on l'a dit tout à l'heure, elles ont du mal à être disponibles de par elles-mêmes. Il y a des molécules chaperons, par exemple la profiline, qui va participer considérablement à ce que je vous ai appelé tout à l'heure la processivité ou le treadmilling, c'est-à-dire finalement la livraison de la molécule d'actine activée là où il faut dans la biogénèse du filament. Comme la profiline est liée à la membrane cellulaire par des phosphatidylinositol, on va avoir besoin éventuellement de phosphatidylinositol phosphatase pour hydrolyser cette molécule de PIP2 et libérer la profiline. Donc ça veut dire qu'il y a un autre étage de régulation possible. Et les microbes, d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, Shigella, Salmonelle, ont des phosphatidylinositol phosphatase qui jouent un rôle dans ce stade-là de la dynamique de régulation de la polymérisation de l'actine. Je ne vais pas vous détailler tout ça. De toute façon, je pense que j'en serais complètement incapable compte tenu de la complexité de ces systèmes tels que peu à peu ils se sont construits. Mais vous voyez que tout ça a énormément de tenants, d'aboutissants et les microbes avaient une panoplie, finalement, une gamme possible de cibles et qui se sont finalement empressés d'utiliser tous les outils dont ils pouvaient disposer pour le faire. Et encore une fois, on est là dans un processus de coévolution où un certain nombre de molécules, de gènes en tout cas, codant pour des molécules qui permettaient de s'intégrer dans ce type de circuit, ont été sélectionnés par ces micro-organismes, quelle qu'a été finalement initialement l'origine de ces gènes. Alors tout ça est d'autant plus complexe qu'en permanence, les régulations nécessitent des protéines d'association aux filaments d'actine, ce qu'on appelle les actine binding proteins. Certains nécessaires pour la processivité, on en a parlé, pour la nucléation, on en a parlé, pour la liaison, la formation de faisceaux, ce qu'on appelle le cross-linking, quand on veut avoir des faisceaux extrêmement solides, il faut en conjuguer plusieurs. De la filamine, l'alpha-actinine, la fimbrine, la viline dans les microvillosités de l'épithélium intestinal ou des tubules rénaux. Il y a des molécules de coiffage qui vont finalement protéger les extrémités des filaments d'actine et qui vont amener à perturber ou à accentuer la polymérisation, dépolymérisation. La gelsoline, par exemple, est active en présence de concentration croissante de calcium. Elle va devenir d'une protéine de coiffage des extrémités. Elle va être capable de s'intégrer dans les filaments d'actine et de les rompre, de les casser, de les mâcher en plusieurs petits morceaux, ce qui va créer d'autres foyers de nucléation. Donc vous voyez, il y a toute une dynamique qui est absolument fascinante et la liste est loin d'être complète ici. Alors, à partir de là, finalement, les toxines bactériennes vont affecter le cytosquelette d'actine de la cellule. Et j'ai essayé, pour vous clarifier un petit peu la situation, de caractériser deux types de processus. Il y a tout d'abord les toxines qui sont des enzymes, on en a déjà parlé, qui entraînent une modification covalente et irréversible de composants essentiels de la dynamique du cytosquelette, en particulier les petites GTPases de la famille Rho. Il y a des fonctions inhibitrices. Je vous ai déjà parlé du C3, je vous parlerai rapidement de la toxine ou des toxines A et B de Clostridium difficile, la toxine létale de Clostridium sordellii, IOPT, qui est une toxine de Yersinia, j'en parlerai pas, et puis des fonctions activatrices,
c'est-à-dire qui font que les petites GTPases deviennent constitutivement actives de façon irréversible, en tout cas pour un certain temps. Et ça, c'est le CNF, le cytonecrotic factor, qui est produit en particulier par des souches pathogènes d'Escherichia coli. Donc ça, c'est des modifications covalentes, et on peut considérer que la molécule de petite GTPase est perdue corps et bien à partir du moment où elle a été concernée par ce phénotype, par ce phénomène de modification. Et puis, il y a des toxines qui modifient, régulent et miment des fonctions régulatrices. On en reparlera rapidement. C'est en particulier le cas d'un certain nombre de bactéries comme Salmonella qui véritablement injectent dans les cellules des GEF ou des GAP qui vont jouer sur la régulation de l'hydrolyse du GTP au niveau des petites G et entraîner les modifications du cytosquelette qui vont avec. Mais là, on est dans une situation de modification non covalente. En fait, c'est la bactérie remplace des GEF physiologiques par des GEF ou des GAP microbiens qui sont beaucoup plus actifs. Alors, ce qui est intéressant, je vous ai parlé d'adépéribosylation, c'est que ces toxines, finalement, ont une gamme relativement variée de modes d'action sur les protéines, les petites GTPases. Par exemple, ce CNF dont je viens de vous parler rapidement d'Escherichia coli, c'est une déamidase. On va y revenir. Il déamide la glutamine en acide glutamique, c'est-à-dire qu'en fait, il fait une vraie mutation post-translationnelle, il modifie un acide aminé clé au niveau de la petite GTPase. C3, Clostridium botulinum, adépéribosylation, on en a déjà parlé avec la cible sur l'asparagine 41. La toxine de Clostridium difficile, elle est importante parce que c'est elle qui cause la pathologie diarrhéique des colites aiguës à Clostridium difficile qu'on voit en particulier chez les personnes âgées. La toxine létale de Sordelli a une... Alors, cette toxine a une fonction enzymatique différente, c'est une glycosyltransférase, donc vous voyez, tout n'est pas de la dépéribosylation. Et Iopté est une protéase, et là sont toutes les références des papiers Princeps qui ont décrit le mode d'action biochimique de ces toxines. Donc vous voyez des modes d'action enzymatiques différents, des cibles relativement similaires, mais pas toujours au même degré parmi ces petites protéines Rho, et des cibles en termes d'acides aminés qui varient, mais qui sont en fait assez concentrées, vous l'avez vu tout à l'heure, sur cette zone de switch d'activité qui va être la zone importante pour la mise en place de l'interaction avec l'effecteur qui va amener par exemple à l'activation du complexe ARB de 3. Donc vous reconnaissez ici la dépéribosylation de l'asparagine 41, j'en ai déjà parlé. Vous avez ici par exemple par la toxine B de Clostridium difficile cette glucosylation ici d'une tréonine. Et puis vous avez théoriquement la déamidation ici par le cytonecrotic factor, par le CNF ici en 63. Donc vous avez vraiment cette gamme de possibles différences d'activité enzymatique sur des acides aminés différents, mais qui restent dans une zone fonctionnelle de la protéine relativement cohérente. Donc on peut commencer à finalement mapper, comme on dit en franglais, cartographier les toxines et leur mode d'action sur cette boucle de régulation avec la toxine C3 qui altère, encore une fois, par adépéribosylation la fonction de Rho, qui va faire qu'en fait la molécule de Rho qui va être bloquée dans sa forme GDP va être piégée par le GDI et devenir complètement indisponible pour le cycle de régulation. On a ici le CNF, on va revenir sur ses fonctions. On commence à pouvoir Iopté, qui est cette protéase, va dégrader éventuellement la protéine. Certaines protéines vont même couper le motif ici de gérannylation qui permet la liaison à la membrane et ainsi de suite. Donc on a peu à peu une vision relativement claire de la biochimie et de la biologie cellulaire. Ce qui est beaucoup moins clair, c'est finalement, à quoi ces toxines, elles n'ont pas quand même servi uniquement à nous illuminer sur le mode d'action des protéines de régulation de la polymérisation de l'actine, elles ont sûrement une fonction plus importante in vivo. En fait, il y a sans doute trop de détails ici. C3. C3, historiquement, c'est sans doute un des enzymes ou une des toxines donc de Clostridium botulinum la plus intéressante sur le plan de la biologie cellulaire. Mais à quoi ça sert dans la réalité ? C'est pas clair du tout. Clostridium botulinum, c'est un clostridium qui sporule dans l'intestin des animaux, éventuellement.
qui va donner bien sûr le botulisme chez l'homme. Quel est l'intérêt pour cette bactérie de produire ce type de toxine? Peut-être effectivement de paralyser les fonctions d'un certain nombre de cellules. Ce qui est ennuyeux chez ces trois, c'est qu'ils rentrent très très mal dans les cellules, spontanément. Les seules cellules qui sont vraiment capables de l'internaliser sont les cellules phagocytaires, les monocytes, les macrophages, parce qu'il y a ce processus d'endocytose, de phagocytose très active, d'acidification de compartiments et autres. Et donc on a l'impression tout doucement que en fait, C3 est peut-être essentiellement une toxine pour le système immunitaire de l'animal ou de l'homme infecté par ce micro-organisme, et que ces toxines vont finalement paralyser la fonction de migration ou la fonction de phagocytose de ces cellules. Mais là, il y a beaucoup de travaux à faire encore pour mettre ça dans le contexte véritablement du pouvoir pathogène. Alors, c'est beaucoup plus clair pour ce qui concerne Clostridium difficile. En Clostridium difficile, il y a deux toxines, A et B, mais qui ont la même fonction enzymatique, qui donc vont agir par glucosylation, vous l'avez vu, des protéines, des petites GTPases, qui, une fois qu'elles sont glycosylées, en fait, deviennent insensibles aux guèphes, c'est-à-dire elles sont plus activables par les guèphes. Donc, bien entendu, le système va s'effondrer en termes d'activation de la nucléation de l'actine. Alors, cette protéine est une protéine à plusieurs modules. Il y a un domaine C-terminal, en fait, qui est le domaine de récepteur qui va permettre à la toxine à se lier à la cellule. Et un papier très récent de PNAS du groupe de Klaus Actoris, actuellement, en fait, qui est publié en septembre cette année, identifie, alors peut-être il y en a d'autres, mais en tout cas un des récepteurs importants de cette toxine à la surface des cellules, c'est resté un grand point d'interrogation, qui s'appelle LSR, qui est Lipolysis Stimulated Lipoprotein Receptor. En fait, c'est un récepteur qui est à la surface des cellules épithéliales, est capable de lier les lipides, en particulier une fois qu'ils ont été mycélisés par les selles biliaires. Et donc, il semble que la toxine, par cette extrémité C-terminale, va en fait parasiter ce récepteur à la surface cellulaire pour être internalisé. Il y a ensuite un jaune, un domaine de livraison, un delivery domain, domaine D, qui va former au pH acide de l'endosome, une fois que la toxine est internalisée, un pore dans la membrane cellulaire, qui va permettre finalement à la toxine, c'est-à-dire à la partie catalytique, la partie rouge ici, d'être transloquée dans le cytosol et d'effectuer bien entendu sa fonction enzymatique sur le cytosquelette, sachant que la partie bleue ici est activée par un phosphatidylinositol particulier qui lui donne une fonction de protéase qui va lui permettre de cliver et finalement de libérer la toxine définitivement dans le cytoplasme. Système très sophistiqué, vous entendrez probablement par Guizhou van der Goot à quel point ces systèmes d'acidification dans les endosomes sont importants pour la maturation de ces toxines et la mise en place de leur mode d'action. Alors, là, dans Clostridium difficile, il y a quand même une évidence en termes de pathologie, c'est que les souches productrices de ces toxines sont associées à l'existence d'une colite membraneuse, une diarrhée sanglante et à des troubles qui peuvent être extrêmement délicats, tout étant d'ailleurs parfois déclenché par la prise d'antibiotiques chez les personnes qui sont porteuses de ce micro-organisme. Alors, il y a un travail très récent d'un groupe aux États-Unis qui a été publié dans Nature l'année dernière, qui a enfin assuré de façon très propre, parce que la génétique de ces micro-organismes n'est pas toujours évidente, la mutagénèse de ces deux toxines, l'une et l'autre, A ou B, et l'une et l'autre, A et B, de façon à avoir une souche entièrement atoxinogène. Et ce que ce groupe a pu montrer, c'est que la souche sans aucune toxine, c'est-à-dire A-B-, n'avait ni avantage ni désavantage sélectif en termes de colonisation par rapport aux autres micro-organismes, en particulier à la souche sauvage exprimant les deux toxines. Donc ce n'est pas un problème de colonisation intestinale, mais par contre, en termes de mortalité, vous voyez que les animaux qui ont la délétion des deux gènes, des deux toxines, survivent, alors que les animaux qui ont une des deux toxines ou les deux ont tendance à mourir très rapidement après la colonisation. Donc il y a un vrai lien établi par la génétique moléculaire là, entre survie de l'animal infecté, c'est de la souris ici, et l'expression d'une ou de deux toxines.
En fait, et c'est pour ça que j'insistais un petit peu lourdement tout à l'heure sur ces structures tridimensionnelles des cellules et la formation des jonctions cellulaires épithéliales, c'est que ces toxines, leur fonction essentielle, c'est de rompre le réseau d'actines, une fois qu'elles sont absorbées par les mécanismes moléculaires dont je vous ai parlé, d'ouvrir la barrière épithéliale intestinale en éliminant finalement l'ancrage possible de ces molécules d'adhésion qui forment la barrière épithéliale. Et à partir de là, en fait, probablement la flore commensale intestinale prend le relais, va envahir les espaces sous-épithéliaux, causer une inflammation massive, et c'est ça qui va finalement aboutir, en plus de la cytotoxicité directe des toxines sur les cellules épithéliales, à la colite membraneuse, à l'inflammation massive épithéliale qui est causée par Clostridium difficile. Donc voilà un peu un des modèles où finalement la fonction, l'action sur de la toxine sur le cytosquelette et la pathogénicité sont à peu près reliés sans trop de gap, de trous dans les connaissances. Alors la dernière toxine que je voulais voir avec vous, c'est CNF. Elle aussi a été beaucoup travaillée par le groupe de Patrice Bocquet dans les années 90. Et cette toxine, comme je vous l'ai dit, assure finalement l'hydrolyse sur les protéines de la famille Rho d'une glutamine en position 63 par déamination en acide glutamique. Et cette modification, en fait, qui est l'équivalent d'une mutation, comme je vous l'ai dit, bloque l'hydrolyse du GTP et stabilise les GTPase Rho dans leur forme active. Donc elle donne un mode d'action constitutif finalement au système. Donc elle a elle aussi plusieurs domaines, un domaine de liaison cellulaire, un domaine catalytique. CNF1, qui est une de ces trois toxines, se lie au récepteur de la laminine. Il y a eu un papier dans JBC en 2005. Je pense qu'il y a encore du travail à faire pour véritablement caractériser la nature et la diversité des récepteurs éventuels pour CNF. Mais ce qui est clair, c'est que CNF, dans son hyperactivité, finalement, cause des modifications massives de la cellule. Vous voyez ici une cellule sans CNF, et vous voyez une cellule ici avec CNF. Il n'y a pas photo pour parler comme les enfants. Vous voyez le côté massif de ces câbles d'actine qui sont formés par l'hyper-induction de l'activité de la protéine ROA en particulier par cette toxine CNF. Et finalement, le petit film que je vous passais tout à l'heure en fait correspondait au mode d'action de cette molécule CNF et expliquait finalement cette espèce de caricature de formation de ces différentes structures, des filopodes, des lamellipodes et des câbles de stress, car c'est ça qu'induit massivement et de façon non contrôlée la molécule CNF. Alors à force de faire ça, les effets vont au-delà du cytosquelette. Il a été montré aussi que cette toxine entraînait la formation de cellules multinucléées, probablement parce qu'il y a besoin du cytosquelette aussi pour la cytokinèse, pour la division cellulaire. Et ce qui a été montré aussi très récemment, c'est que les molécules de petites GTPase modifiées en fait, par cette toxine CNF sont très rapidement ubiquitinées et dégradées. Donc il y a un processus initial, immédiat, de sidération du cytosquelette, mais très rapidement les molécules sont dégradées par la cellule et peut-être elles peuvent s'en tirer, sauf s'il y a eu des dégâts extrêmement importants et irréversibles de commis. Alors là aussi, il y a un vrai problème de savoir à quoi, et ça a été des discussions à n'en plus finir, je me souviens avec Patrice Bocquet sur le rôle exact. On ne peut pas imaginer qu'un outil aussi efficace n'ait pas une fonction en pathogénicité. Mais dans tous les modèles, à l'époque, on regardait beaucoup l'entrée, l'invasion. Il n'y avait pas d'effet aussi spectaculaire que ça. Il semble que Patrick Munro à Nice, là, récemment, est un peu avancé dans ce domaine en montrant qu'en fait, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on attendait et que cette toxine joue un rôle très très important dans l'induction précoce de réponses inflammatoires. Ça, c'est en noir, c'est des cellules soumises à la toxine CNF active et en blanc soumis à un mutant qui est inactif. Et vous voyez la différence de production par les cellules intoxiquées de cytokines pro-inflammatoires et ainsi de suite. Donc peut-être un rôle dans l'induction de l'inflammation, mais tout ça reste à démontrer. Alors la dernière partie,
Je vais essayer de ne pas vous prendre trop de temps parce qu'il faut absolument que je puisse laisser le temps du séminaire de Guizhou de se dérouler. Je vais essayer de terminer sur l'autre aspect qui est celui de... On n'est plus dans des toxines tout à fait là, mais on est dans des effecteurs microbiens qui sont délivrés par des bactéries qui engagent la surface cellulaire. Je vous ai montré très rapidement tout à l'heure les colis entéropathogènes. Vous voyez ici à quel point les microvillosités peuvent être affectées par le fait qu'une bactérie, dont j'ai parlé dans des cours précédents, est capable par par un système qu'on appelle un appareil de sécrétion de type 3, d'injecter à l'intérieur de la cellule une molécule qui s'appelle TIR, qui va servir de récepteur à une adhésine de la surface bactérienne, c'est-à-dire que la bactérie livre elle-même son récepteur, elle n'a pas confiance dans la cellule eucaryote, et entraîner un certain nombre de modifications, en particulier d'activation de la polymérisation de l'actine, suite à la phosphorylation de cette molécule TIR, qui va amener cette espèce de piédestal ici sur lequel va s'engager la colonisation par les colis entéropathogènes. Donc ça, c'est la preuve directe qu'une association intime entre une bactérie et la cellule permet un début de réorganisation du cytosquelette dont on pourrait imaginer que c'est le prélude à une entrée de la bactérie dans la cellule, mais pour le cas de ces EPEC, ce n'est pas le cas parce qu'ils ont aussi des molécules qui vont réguler tout ça et bloquer le phénomène d'internalisation. Alors à partir de là, on a peu à peu, et ça c'est depuis les années 80 en fait, commencé à voir se différencier un certain nombre de situations. Première situation, c'est, et j'en ai déjà parlé, des bactéries qui altèrent la surface de la cellule et qui vont finalement être internalisées par ce qu'on appelle un processus de fermeture éclair. Pour faire court, elles ont une molécule en surface, une adhésine de très haute affinité pour un récepteur de la surface cellulaire qui va faire que, peu à peu, étape par étape, la bactérie va se faire finalement internaliser avec l'aide, bien entendu, de réorganisation du cytosquelette, mais qui ne sont pas aussi violentes que ça. Et il y a deux modèles, bien entendu, qui sont caractéristiques de ce système. Il y en a un qui... Voilà. C'est Yersinia pseudotuberculosis, la molécule INV, et Listeria monocytogenes, l'internaline A. Et puis il y a un autre paradigme qui est celui de ce qu'on appelle le trigger, c'est-à-dire que les bactéries injectent, comme je viens de le montrer pour EPEC, des effecteurs à l'intérieur de la cellule, et que ces effecteurs entraînent une altération massive du cytosquelette qui permet finalement à la bactérie d'être embrassée par ces structures cellulaires et internalisées. Donc deux méthodologies, si je puis dire, totalement différentes sur le plan de la stratégie. Alors l'invasine de Yersinia pseudotuberculosis, ça a été un peu le paradigme initial tel que Ralph Isberg l'avait publié en 1985, c'est-à-dire que c'était une molécule de surface de Yersinia avec un domaine de liaison à la cellule extrêmement actif en termes de son affinité pour des molécules dont j'ai déjà parlé qui sont les intégrines. Et en fait, finalement, pour simplifier les choses, Yersinia se fait passer pour de la matrice cellulaire, si l'on peut dire, avec une très haute affinité, et tout ça va entraîner son internalisation par l'engagement de ces intégrines. L'autre modèle qui correspond très proche, en tout cas, sinon par les mécanismes moléculaires précis, en tout cas par l'esprit d'internalisation par le mécanisme de zippering, de fermeture éclair, c'est bien entendu Listeria monocytogenes et le travail, encore une fois, du groupe de Pascal Cossard qui a montré que l'internaline A, qui est une protéine de la surface de Listeria, engageait des molécules de la surface cellulaire qui sont les eucadérines. Donc là, on est plus dans la structuration des jonctions cellulaires que dans les plaques d'adhésion focale qui sont plutôt ciblées par Yersinia, et par l'intermédiaire d'une cascade d'événements de signalisation qui en fait prennent en otage la signalisation des écadérines, va amener à l'internalisation du micro-organisme à l'intérieur des cellules. C'est un des systèmes modèles à l'heure actuelle avec Yersinia de cette internalisation par le zipper. Donc ça, le travail de Listeria est fait actuellement à l'Institut Pasteur. Tout ça a eu des conséquences assez intéressantes aussi sur le fait que ce groupe a essayé de voir si d'autres molécules s'associaient à ces phénomènes de zippering. Et il semble effectivement que tout ce qui est entré par fermeture éclair
implique aussi une molécule qu'on appelle la clatrine, qui est plutôt connue pour former les vésicules d'endocytose, qui n'était pas connue pour former des structures aussi larges, capables d'internaliser des grosses particules comme des bactéries. Et tout ça est un travail tout à fait passionnant qui est en cours à l'heure actuelle. Et puis la dernière partie, c'est, et très rapidement, ce phénomène de trigger, de gâchette, c'est-à-dire que la bactérie injecte des choses dans la cellule et déclenche des réorganisations massives du cytosquelette. Alors ça, je montre parce que bon, ça me tient à cœur dans la mesure où c'est la première fois qu'on a montré qu'une bactérie entrait dans une cellule épithéliale en polymérisant l'actine, en induisant la polymérisation de l'actine. C'était Shigella, on avait publié ça en 1987. Vous voyez les foyers de polymérisation de l'actine à la surface cellulaire. Et à partir de là est née cette approche d'intégrer la biologie cellulaire, en particulier dans l'étude des processus d'invasion. C'est juste pour donner une impression, énormément d'effecteurs, en fait, produits exprimés, injectés par ces bactéries du type Shigella, Salmonella, Yersinia et autres, correspondent en fait à des molécules qui régulent la fonction des petites GTPases, GEF et GAP. Vous vous souvenez, je vous ai montré ça précédemment. Et c'est le cas en particulier de Salmonella, qui produit des molécules par un appareil de sécrétion. Elle les injecte à l'intérieur des cellules eucaryotes et c'est comme ça qu'elle remodule le cytosquelette pour pénétrer dans les cellules. Et en particulier, deux molécules sont tout à fait passionnantes qui ont été étudiées et le rôle a été démontré par le groupe de Jorge Galán aux États-Unis, à Yale, il y a plusieurs années. Il continue à travailler là-dessus. L'une s'appelle SOP-E, elle est d'ailleurs codée par un bactériophage dans le génome de Salmonella typhimurium, et une autre s'appelle SOP-E2, elle a la même fonction. Et une troisième s'appelle SPTP, et je vais tout de suite revenir là-dessus, car en fait, les molécules de type SOP-E et SOP-E2 sont des GEF, ce sont des mimes de GEF, ça n'a rien à voir sur le plan de la séquence, sur le plan de la structure moléculaire, et pourtant ça se comporte comme des GEF qui vont activer la forme ρGTP et donc entraîner la polymérisation de l'actine et la formation de ces structures efflorescentes. Vous voyez la bactérie au milieu et puis cette espèce de fleur autour. Ça, c'est en fait l'injection de ces GEF à l'intérieur du cytoplasme par l'appareil de sécrétion de type 3 qui va amener à prendre finalement le contrôle de cette boucle régulatrice, de cette commutation moléculaire et de partir du côté de la polymérisation de l'actine. Mais comme il faut réparer ces dommages pour que le phénomène d'internalisation puisse se faire, en fait, sans que la chronologie des événements soit encore très claire, mais il y a peut-être à la fois un problème d'ordre d'injection et puis aussi dans la cellule de rapidité de dégradation des molécules. La molécule SPTP, elle, est en fait un équivalent d'un GAP et va amener à la dépolymérisation de l'actine. Donc on va avoir en permanence une dynamique qui se crée, mais dont la résultante est la capacité de former ces ouvertures qui permettent d'internalisation des cellules et leur refermeture grâce à la prise de contrôle du cytosquelette. Alors, dernier point rapide, parce que je ne peux pas même finir sans parler de Shigella. Shigella est dans la même configuration, si l'on peut dire, d'avoir à rentrer dans les cellules de l'épithélium intestinal pour assurer son processus physiopathologique. Et elle le fait par la mise en place d'un appareil de sécrétion de type 3 et par l'injection d'effecteurs moléculaires à l'intérieur des cellules. Voilà l'appareil de sécrétion de type 3 de Shigella, mais on le retrouve chez Salmonelle et chez d'autres micro-organismes. Donc ce qui se passe, c'est que Shigella, finalement, par l'intermédiaire de cet appareil de sécrétion, engage via un récepteur qui est au sein de raft, d'ailleurs, c'est-à-dire de compartiments lipidiques à l'intérieur de la membrane. C'est un travail qu'on avait fait en collaboration avec Liesl van der Goot il y a quelques années. L'appareil de sécrétion va engager véritablement la membrane et deux molécules IPA-B et IPA-C vont former un translocateur à partir duquel la cellule peut envoyer, si je puis dire, ou sécréter en tout cas ces effecteurs moléculaires. Et ça va donner quelque chose qui est matérialisé ici. Vous voyez la bactérie qui atteint la surface de la cellule. Ça a l'air de bouger. Bon, je suis désolé, le film ne s'active pas. Et ce que vous auriez vu ici, c'est la polymérisation de l'actine qui matérialise l'entrée. Alors, je voulais juste terminer en disant quand même un mot d'un chercheur du Collège de France qui a été un de mes collaborateurs pendant
plus d'une dizaine d'années qui s'appelle Guy Tranvagneux, car c'est lui qui a vraiment, quand il était dans mon laboratoire, et il continue à le faire ici avec son groupe, disséqué les bases moléculaires de l'internalisation de Shigel dans les cellules. C'est lui qui a montré que cette molécule IPAC, par exemple, était capable d'activer le pathway de signalisation des petites GTPases qui amenait à la formation de noyaux d'actine. Maintenant, vous êtes familier avec tous ces termes, mais que ça ne suffisait pas à internaliser le micro-organisme. Vous voyez néanmoins, quand il micro-injectait cette protéine IPAC purifiée, à quel point ça modifie les structures de la cellule et en particulier active les zones dynamiques qui vont finalement assurer un peu le substrat pour l'internalisation. Mais ce qu'il a surtout montré, c'est qu'un proto-oncogène qui s'appelle SARC activait une protéine d'association à l'actine qui s'appelle la cortactine, et que finalement cette activation de SARC par un des séquences du domaine C-terminal de la molécule IPAC était capable d'assurer la phosphorylation de la cortactine par SARC, son recrutement à la membrane par l'intermédiaire d'un adapteur qui s'appelle CRAC, et que l'ensemble de ce système amenait à une activation massive du complexe ARB2-3 qui allait amener à cette modification de la polymérisation de l'actine à un degré qui permet maintenant l'internalisation. Et ce que vous voyez dans le diapositive suivante, si elle veut bien venir, c'est... le film s'est engagé. Vous voyez la bactérie qui engage la surface cellulaire. Vous voyez le proto-oncogène SARC activé, phosphorylé, qui va s'associer à l'ensemble de ces structures, qui va activer de manière à permettre l'internalisation du micro-organisme. Donc je voulais vous laisser sur cette image. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de tous ces mécanismes moléculaires. J'ai essayé de vous donner des exemples successifs et caractéristiques, des paradigmes, des modèles, des références aussi pour ceux ou celles qui sont intéressés. Et puis simplement citer non pas tellement le détail des personnes du laboratoire, parce que ce serait beaucoup trop long de les citer les uns et les autres, en particulier les étudiants et les chercheurs postdoctoraux, mais surtout toutes celles et ceux qui m'ont inspiré au fil des années dans cette réflexion et un certain nombre de travaux sur l'actine et sur les modifications de l'actine induites par les effecteurs microbiens, en particulier Monique Arpin à Curie, Patrice Boquet à l'Institut Pasteur, il est maintenant à Nice, Marie-France Carlier à GIF, Philippe Clerc, qui a été mon premier étudiant, qui a montré les modifications de l'actine dans les cellules épithéliales infectées par Shigel, Alan Hall, avec qui on a beaucoup réfléchi sur ces commutateurs moléculaires en rapport avec l'infection, Daniel Louvard à Curie, Joëlle Mounier, qui a été technicienne et ingénieure dans le labo pendant des années, Dominique Pantaloni et Sylvie Robin et Guy, inutile de le rappeler une deuxième fois. Voilà, donc je vais arrêter ici en espérant ne pas vous avoir trop inondé avec tous les détails de ce que représente l'interface des bactéries avec le cytosquelette. Si vous avez des questions, je serais ravi d'essayer d'y répondre. Sinon, peut-être on s'arrêtera 2 minutes et je vous présenterai la personne qui nous fait le séminaire aujourd'hui.